Le 14 juin 1944, à 3h17 du matin, dans les profondeurs de la forêt de Brotonne, en Normandie. Une patrouille allemande de 12 hommes avance à pas lourds, leurs bottes écrasant les feuilles mortes. Ils cherchent un parachutage allié, signalé par un traître du village voisin. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une silhouette solitaire les observe depuis une branche, à 30 mètres de hauteur. Une femme, seule, armée d'un fusil Sten volé et de 3 grenades. Personne ne l'a vue entrer dans ces bois il y a des mois. Personne ne soupçonne qu'elle pourrait transformer cette nuit en cauchemar. Dans les minutes qui suivent, 9 d'entre eux ne rentreront pas. Les autres fuient, terrifiés par l'impossible. Une ombre qui tire, qui explose, qui disparaît comme un fantôme. Reculons de quelques heures, non plus loin. Allons à l'origine de tout ça. Son nom est Élise Moreau. Née en 1912 à Rouen, une ville ouvrière où l'air sent le fer et la Seine. Fille d'un forgeron et d'une couturière, elle grandit dans une maison étroite avec 5 frères. À 16 ans, elle travaille déjà à l'usine de textile, égousant des uniformes pour l'armée française. Elle est grande, mince, avec des cheveux châtains qu'elle noue en tresse. Pas le genre à se plaindre. Quand la guerre éclate en 1939, Élise a 27 ans. Elle voit ses frères partir au front. 2 ne reviennent pas. Les Allemands occupent Rouen en 1940. Elle reste. Elle survit en lavant du linge pour les officiers, en écoutant leurs conversations. Mais au fond, une rage couve. Pas de discours enflammés, juste une décision. Elle ne pliera pas. Élise n'est pas une aventurière. Elle est pragmatique. À 28 ans, avant la guerre, elle épousait un boulanger, Pierre, un homme solide qui lui offrait la stabilité. Mais Pierre est arrêté en 1941 pour avoir caché des tracts de la résistance. Emmené à Compiègne, il disparaît dans les convois vers l'Est. Élise ne pleure pas en public. Elle vend la boulangerie, prend l'argent et s'installe à la lisière de la forêt de Brotonne. Une cabane abandonnée, à 10 kilomètres de tout. Les villageois la connaissent comme la veuve solitaire qui cueille des champignons et vend des herbes au marché noir. Personne ne pose de questions. Pourquoi le ferait-on? Elle est discrète, parle peu, évite les regards, mais sous cette apparence, elle change. Elle apprend à manier un couteau pour chasser le lapin. Elle creuse des pièges pour les renards. Et un soir d'hiver 1942, un aviateur anglais abattu atterrit près de sa cabane. Blessé, il murmure des mots en anglais. Élise le cache 3 jours, le nourrit de soupe, lui refait une jambe cassée avec des branches. Quand il repart, il lui laisse un revolver et une promesse. Contacte Londres. C'est comme ça que ça commence. Pas avec un serment héroïque, juste avec un choix. Élise transmet son premier message par radio, volé à un camion allemand saboté. Position des blocos à l'est de Rouen. Simple, précis. Les Alliés bombardent le site une semaine plus tard. Elle entend les explosions de sa cabane, voit les flammes à l'horizon. Pour la première fois, elle sent le poids de ce qu'elle fait. Mais elle continue. Les mois passent. Elle devient un relais pour la résistance locale. Des colis d'armes parachutés la nuit, des messages codés dans des boîtes de conserve. Elle grimpe aux arbres pour repérer les patrouilles. Une fois, en mars 1943, elle est à 2 doigts de se faire prendre. Une ronde de la Gestapo fouille le village. Élise est en train de cacher un opérateur radio dans une souche creuse. Les chiens aboient, les bottes claquent à 100 mètres. Elle retient son souffle, un poignard à la main. Les Allemands passent sans voir. L'opérateur lui dit plus tard « T'es une dure, toi ». Elle hausse les épaules. « Faut bien ». Élise n'est pas invincible. Elle a peur, comme tout le monde. Les nuits où la lune est pleine, elle rêve de Pierre, de ses frères. Elle se réveille en sueur, vérifie ses pièges autour de la cabane. Mais la peur la pousse en avant. En 1943, elle sabote une ligne de téléphone reliant Rouen à Paris. Coupe les fils avec une pince volée, sous la pluie battante. Les Allemands mettent des jours à réparer. Ça retarde un convoi de munitions. Personne ne la soupçonne. La veuve de la forêt, elle est inoffensive. Juste une ombre qui ramasse du bois. Pourtant, elle a déjà tué. La première fois, c'était un collaborateur qui rôdait trop près. Un coup de couteau dans le noir.
Le corps enterré sous les racines, elle n'en parle à personne, pas même à ses contacts de la résistance, qui la voient comme une aide logistique. Ils ne savent pas qu'elle est prête à plus. Maintenant, revenons à cette nuit de juin 1944. Les Alliés approchent. Le débarquement a eu lieu il y a quelques jours, sur les plages de Normandie. La forêt de Brotonne grouille de tension. Les Allemands renforcent leur patrouille, cherchant des saboteurs, avant que les forces alliées ne percent les lignes. Élise reçoit un message codé. Un parachutage d'armes à minuit près du vieux chêne. Elle prépare tout. Enterre ses affaires personnelles, une photo de Pierre, une Bible usée au cas où. À 2 heures du matin, elle est perchée dans l'arbre, fusil en main. Le vent froid fouette son visage. Elle attend. Les Allemands arrivent en retard, alertés par un mouchard. 12 hommes avec des fusils MP40, des lanternes qui balaient les ténèbres. Ils parlent bas, en allemand, guttural. Hier, Irgendvo. Saboteur. Élise calcule. 12 contre 1. Pas de renfort. Le parachutage est à 200 mètres, vital pour le prochain assaut. Elle n'hésite pas. Le premier tir part à 3h17. Une balle dans la tempe du sergent de tête. Il s'effondre sans un cri. Les autres se dispersent, tirent à l'aveugle. Les balles sifflent dans les branches. Élise roule sur une branche plus basse, lance une grenade. L'explosion déchire la nuit. 3 corps projetés, cris étouffés. Le chaos s'installe. Elle saute au sol, atterrit souple comme un chat. Tire 2 fois. Un Allemand charge, baïonnette au canon. Elle esquive, lui plante son couteau dans le cou. Chaud, glissant. Il gargouille, tombe. Les survivants fuient vers le sentier, laissant leurs morts. Élise ne les poursuit pas. Elle récupère le parachutage, caisse d'armes, munitions. Son cœur bat fort, mais ses mains sont calmes. Elle enterre l'épreuve, retourne à sa cabane avant l'aube. Cette nuit-là marque un tournant. Les Allemands parlent d'un fantôme de la forêt. Les villageois murmurent, mais personne ne soupçonne Élise. Pas encore. La guerre s'intensifie. Les combats approchent. Et elle sait que son rôle n'est pas fini. Loin de là. Les mois suivants, cette nuit de juin 1944, s'écoulent comme un piège qui se resserre. La forêt de Brotonne, avec ses chênes centenaires et ses sous-bois humides, devient un labyrinthe de dangers. Élise Moreau reste invisible. Elle retourne à sa routine, cueillir des baies au petit jour, troquer des herbes au marché noir du village de Routot. Les villageois la saluent d'un signe de tête. « Bonjour, Madame Moreau, bonne cueillette !» Elle répond d'un sourire bref. Personne ne voit les cicatrices fraîches sur ses mains, ni le fusil Sten, caché sous une pile de branches, près de la cabane. Mais les Allemands, eux, sentent quelque chose. Après l'embuscade, ils doublent les patrouilles. Des camions passent sur la route de Rouen chargés de soldats de la Wehrmacht. Des affiches fleurissent au croisement. Saboteurs seront fusillés sur place. Élise les lit en passant, note les dates des exécutions publiques. Ça la rend plus prudente. Elle évite les sentiers principaux, se déplace la nuit, suit les ruisseaux pour masquer ses traces. Un soir de juillet, elle reçoit un nouveau message codé, glissé dans une bouteille flottant sur la Risle. Convoi munitions le 20, pont de Duclair, sabotage urgent. Les Alliés poussent depuis le débarquement. Caen est en feu, les bombes alliées tombent comme de la grêle. Si ce convoi passe, il ravitaillera les lignes allemandes à l'est. Élise accepte. Pas de choix. Elle prépare en silence. À la cabane, elle démonte une mine antipersonnelle, volée lors d'un parachutage précédent. Ses doigts, calleux, assemblent les fils avec une pince rouillée. La lune filtre à travers les planches disjointes. Elle teste le détonateur sur un tronc, un claquement sec, une gerbe de terre. Ça marche. Le pont de Duclair est à 8 kilomètres, un vieux tablier de pierre sur la Seine, gardé par une sentinelle et un projecteur. Élise part à minuit, sac sur l'épaule, explosif, corde, couteau. La forêt la protège, ses ombres la camouflent. Elle arrive au bord de l'eau à 2 heures. L'air sent le sel et la vase. Le projecteur balaie la rive opposée, lent, régulier. Elle traverse à la nage, le courant froid tirant sur ses vêtements. À mi-chemin, un bateau de patrouille passe au loin, ses moteurs grondant. Élise plonge, retient son souffle 30 secondes. Elle émerge, crachote l'eau saumâtre, atterrit sur la berge boueuse.
rampante comme un serpent. La sentinelle fume une cigarette, dos tourné à 20 mètres. Élise sort son couteau. Un pas, deux. Le garde se retourne trop tard. La lame glisse sous le menton, propre, silencieuse. Il s'affaisse sans un bruit. Elle le traîne dans les roseaux, prend son casque pour masquer le corps. Le pont est là, massif, avec ses piliers noircis par les marées. Élise grimpe une arche, pose la mine sous les poutres centrales. 15 minutes pour tout fixer. Ses muscles brûlent. La sueur pique ses yeux. À 3h45, elle redescend, court vers l'ombre des arbres. Le convoi arrive pile à l'heure. 3 camions bâchés, escortés par une moto. Phares qui perce la brume. Le premier camion monte sur le pont. Élise attend, cachée derrière un buisson. La mine explose à 3h52. Un éclair orange, un grondement qui fait trembler la terre. Le pont se fissure. Le camion central bascule dans la Seine, emportant 2 autres avec lui. Cris, tirs paniqués. L'eau bouillonne de débris et de corps. La moto dérape, le sidecar s'embrase. 8 morts sur le coup, les survivants fuient vers Rouen, abandonnant le chargement. Élise ne s'attarde pas. Elle récupère un MP40 sur un cadavre flottant, le fourre dans son sac. Retour à la forêt, trempée, épuisée. À l'aube, elle entend les sirènes au loin. Les Allemands bouclent la zone, fouillent les rives. Mais elle est déjà loin, dans sa cabane, un feu de camp allumé pour sécher ses vêtements. Pas de triomphe, juste la fatigue qui alourdit ses paupières. Ce sabotage retarde les renforts allemands de 3 jours. Les Alliés en profitent, percent une brèche près de Lisieux. Élise le sait par les murmures des villageois qui parlent de chance alliés. Personne ne lit ça à la Veuve des Bois. Pourtant, la pression monte. En août, la résistance locale la contacte plus souvent. Un opérateur radio, Jacques, un gamin de 20 ans de Pont-Audemer, vient à sa cabane. Il tremble en installant son émetteur dans une fosse camouflée. Les Boches interceptent tout maintenant. Faut être prudent. Élise hoche la tête, lui donne du pain et du fromage. Ensemble, ils transmettent des positions de batterie anti-aérienne. Mais Jacques est nerveux, parle trop. Une nuit, il mentionne un traître au village. Le boulanger, qui vend des infos pour du beurre. Élise décide d'agir seule. Elle suit le boulanger un soir, le voit remettre une enveloppe à un officier SS au café de Routot. Pas d'hésitation. À minuit, elle l'attend dans une ruelle, un garrot improvisé avec du fil de fer. Il se débat, étouffe, finit en 2 minutes. Le corps dans la Seine, lesté d'une pierre. Le lendemain, les Allemands interrogent le village. Soupçon, mais pas de preuves. Élise vend ses herbes comme d'habitude, impassible. La forêt change, les feuilles jaunissent tôt, l'automne approche, les combats se rapprochent. On entend les canons au sud, les villages tombent un à un. Élise sent la fin venir, mais aussi le risque. Une patrouille passe trop près de sa cabane un matin de septembre. Elle les observe depuis un arbre, fusil prêt. Ils cherchent des traces de sabotage, creusent le sol. À 100 mètres, son cœur cogne s'il trouva la fausse radio. Mais ils repartent, frustrés. Jacques, lui, est pris 2 jours plus tard. Torturé à Rouen, il craque, nomme des noms, mais pas le sien. Élise l'apprend par un message codé. Jacques parti, attention. Elle déménage la radio plus profond dans les bois, enterre tout ce qui pourrait la trahir. Ses actes s'accumulent comme des ombres. Élise a déjà vu la mort de près, trop près. Une fois, en sabotant un dépôt de carburant près de Caudebec, une explosion prématurée la projette au sol. Brûlures au bras, tympan qui siffle. Elle rampe 2 kilomètres, du sang dans la bouche. Une autre, en guidant un parachutage, un Allied atterrit mal, se brise la nuque. Elle enterre le corps seul, sous la pluie. Pas de larmes. Juste la résolution qui durcit. Elle n'est plus la couturière de Rouen. Elle est l'ombre qui frappe. Les Allemands la traquent maintenant. Parlent d'une sorcière des bois dans leur rapport. Les villageois évitent son regard. La guerre entre dans sa phase finale, féroce. Falaise tombe, les Canadiens avancent. Élise sait que le prochain coup sera le plus dur. Un convoi blindé, vital pour la retraite allemande. Et cette fois, ils savent qu'un fantôme rôde. Septembre 1944 s'étire en jours gris et pluvieux.
La forêt de Brotonne dégouline d'humidité. Les feuilles collent aux bottes comme du sang séché. Élise Moreau sent l'air changer. Les canons alliés grondent plus près, vers l'est, où Falaise est tombée aux mains des Canadiens. Les Allemands reculent, mais ils mordent encore. Ils préparent une contre-attaque, un convoi blindé qui doit franchir la Risle pour ravitailler les lignes à l'ouest de Rouen. 25 véhicules. Half-track, camions de munitions escortés par des Panzer IV. Si ça passe, ça retarde l'avance alliée de semaines. Élise reçoit l'ordre par un pigeon voyageur, un oiseau égaré avec un message ficelé à la patte. Convoi le 22 septembre, route de Routot à la Mailleraie. Neutralisé. Elle brûle le papier dans sa cheminée, regarde les flammes danser. Pas de doute. C'est son tour. Elle commence à planifier dès l'aube. Dans la cabane, sous une couverture de feuilles, elle étale une carte volée, marquée de croix au crayon. Le convoi partira à minuit, traversera un goulet étroit près du village de Saint-Arnoux, un pont de bois renforcé pour les chars, gardé par 2 mitrailleuses. Élise connaît l'endroit. Elle y a chassé des sangliers l'hiver dernier. Le terrain est pourri, marais d'un côté, talus escarpés de l'autre, idéal pour un piège. Elle sort ses réserves, 8 kilos de plastique, pillés d'un dépôt allemand en août, détonateur à fil, un fusil à lunettes, cadeau d'un commando britannique évacué. Ses mains bougent vite, précises. Elle assemble les charges, enroule les fils autour de clous pour plus de dégâts. La pluie martèle le toit, comme un avertissement. Élise s'arrête une seconde, touche la photo de Pierre cachée dans sa poche. Puis elle reprend. Pas de temps pour les souvenirs. Les jours suivants, elle repère le terrain. À pied, courbée, elle longe la route sous les chênes. Les Allemands patrouillent déjà, nerveux. Un sergent aboie des ordres. Ses hommes fouillent les fossés. Élise se fond dans les ombres, à 30 mètres. Elle voit les barricades en construction, sacs de sable, fils barbelés. Le pont est là, solide, avec des projecteurs qui balaient la nuit. Elle note tout. Position des gardes, angle mort, vent dominant. Une fois, un chien tire sur sa piste, renifle l'air. Elle gèle, un rocher en main. L'animal passe à côté, distrait par un lièvre. Son cœur ralentit. Elle a déjà frôlé ça trop souvent. Comme en juillet, quand une sentinelle l'a effleuré du bout du canon pendant le sabotage du pont de Duclair, ou en mars, cachée dans la souche avec l'opérateur radio, les bottes claquant si près qu'elle sentait l'odeur de cuir. Ces moments forgent. Ils apprennent à respirer sans bruit, à attendre l'erreur de l'autre. Le 21 septembre, elle teste le plan. À la tombée du jour, elle s'approche du pont, sac sur le dos. L'air est lourd, chargé d'iode de la scène proche. Les gardes fument, parlent de Berlin en ruine. Élise rampe sur le ventre, 100 mètres dans la boue. Ses genoux s'enfoncent, froid. Elle pose une charge factice sous une poutre, un paquet de terre enveloppé, et tire le fil pour simuler. Un claquement distant. Les Allemands sursautent, scrutent les ténèbres. « Nichts !» marmonne l'un. Elle recule, invisible. De retour à la cabane, elle démonte le fusil, vérifie les balles. 17 cartouches, suffisant pour les gardes, pas pour le convoi entier. Le plastique fera le reste. Elle mange une soupe fade, du pain rassis. La nuit, elle ne dort pas. Allongée sur sa paillasse, elle revoit les morts. Le collaborateur égorgé, les corps du parachutage raté. La guerre l'a changée. Avant, elle cousait des ourlets. Maintenant, elle coud des plaies avec du fil barbelé. Mais elle n'hésite plus. La peur est là, un nœud au ventre, mais elle la transforme en calcul. Minuit approche le 22. Élise part à 22 heures, armée jusqu'aux dents. Fusil en bandoulière, charge dans un sac étanche, couteau à la ceinture. La forêt la guide, ses sentiers secrets. Pluie fine qui masque les bruits. Elle arrive au talus à 23h30, s'installe dans un creux de racines. Le convoi approche, grondement de moteur, phares qui percent la brume comme des yeux, 25 véhicules, comme prévu, les half-track en tête, chenilles qui broient le gravier. Derrière, les camions bâchés pleins d'obus et de carburant. Les Panzer IV ferment la marche, tourelles pivotant. Les mitrailleuses sur le pont crépitent en rafale d'essai. Élise attend, son souffle est régulier.
À 300 mètres, le premier half-track monte sur le pont. Elle vise le garde de gauche, tire, la balle frappe la tempe. Net, il bascule par-dessus la rambarde. Les autres hurlent, mitraillent l'ombre, balle qui siffle, éclat d'écorce. Élise roule sur le côté, tire à nouveau. Le second garde s'effondre, gorge ouverte. Le convoi s'arrête net, klaxon, cri en allemand. « Feuer, saboteur !» Les phares balaient le talus. Elle court, courbée, pose la première charge sous le camion central. Ses doigts tremblent à peine, glissent les fils, 3 minutes pour tout. Un soldat descend, fusil levé à 10 mètres. Elle tire du hanche, poitrine. Il tombe, bloquant la route. Le chaos explose. Les panzers tournent leurs canons, Shell qui laboure le sol près d'elle, terre qui gicle comme une vague. Élise lance une grenade sur le pont. Boum! Le bois craque, 2 half-tracks basculent dans la risle, eau qui bouillonne de métal tordu. Cri noyé. Elle active le détonateur principal. L'explosion principale déchire la nuit à 00h12. Une boule de feu orange engloutit 5 camions, obus qui détonnent en chaîne, shrapnel qui fauche les hommes. 17 morts instantanés, corps carbonisés, membres arrachés. Les survivants fuient, moteurs hurlant, abandonnant les épaves. Élise ne bouge pas tout de suite. Elle recharge, tire sur un officier qui vise sa position. Il s'écroule, casquette volant. Puis elle recule, dans les bois. Poursuite, chien qui aboie, balle qui ricoche sur les troncs. Elle sprinte 2 kilomètres, saigne d'une éraflure à l'épaule, arrive à la cabane à 1 heure, barricade la porte. Dehors, sirènes, hélicoptères au loin, le convoi est stoppé. Les Alliés le sauront demain, par radio. Élise pense s'appeler avec un chiffon, boit de l'eau. Pas de joie, juste l'épuisement qui pèse. Cette action sauve des vies alliées, perce les lignes plus vite. Les Allemands parlent maintenant d'un réseau entier, pas d'un fantôme solitaire. Ils ratissent la forêt dès l'aube. Élise sait qu'ils viendront plus près. La traque s'intensifie. Et elle prépare la suite. La guerre ne pardonne pas les pauses. Octobre 1944 enveloppe la forêt de Brotonne d'un manteau de brume épaisse et de feuilles mortes. L'air est froid, chargé d'odeurs de terre humide et de poudre lointaine. Les canons alliés tonnent maintenant à l'ouest, vers Rouen, où les combats font rage, jour et nuit. Élise Moreau sent la nasse se refermer. Le sabotage du convoi de septembre a fait du bruit. Trop. Les Allemands, furieux, déploient des unités de la SS, des hommes en noir, avec des chiens alsaciens qui tirent sur les laisses. Ils ratissent les bois secteur par secteur, brûlant des cabanes suspectes, interrogeant les villageois sous la menace. Routot s'est bouclé, les marchés noirs fermés. Élise évite le village depuis des jours. Elle sait qu'il cherche plus qu'un saboteur. Il traque un mythe. La sorcière des bois, celle qui frappe et disparaît. Dans sa cabane, Élise modifie tout. Elle démonte le plancher, enterre le fusil à lunettes sous une couche de racines. La radio de Jacques, récupérée après son arrestation, est démontée en pièces, cachée dans des souches creuses à 1 kilomètre. Elle ne transmet plus. Trop risqué. À la place, elle observe. Perchée dans les chaînes, elle note les mouvements. Camions qui stationnent près de la Mailleraie, soldats qui creusent des tranchées pour un camp de base. 20 officiers, au moins, avec des cartes étalées sous une tente. Ils parlent d'un fantôme solitaire, d'après les murmures qu'elle capte au vent. Un traître a dû parler, peut-être un fermier aperçu près de la cabane. Élise serre les dents. Elle a déjà vu ça venir. Comme en août, quand Jacques a craqué sous la torture, ou en juillet après le pont de Duclair, quand les patrouilles ont fouillé les rives pendant 1 semaine, à 2 pas de ces pièges. La pression monte d'un cran. Les nuits raccourcissent, la lune gibbeuse éclaire trop les sentiers. Élise dort peu, 4 heures par nuit, un œil sur la porte barricadée. Elle chasse moins, se nourrit de baies et de racines. Son corps maigrit, les os saillent sous la peau, mais ses yeux restent vifs, calculateurs. Elle prépare un dernier coup, pas par ordre cette fois, par survie. Les Allemands accumulent du carburant près de Saint-Arnoux pour une retraite vers l'Est. 5 citernes, gardées par une 12aine d'hommes et un canon anti-char. Si elle les fait sauter, ça bloque leur fuite. Les Alliés, à 15 kilomètres, en profiteront. Élise décide seule. À l'aube du 15 octobre, elle sort, sac léger.
2 kilos de plastique restant, détonateur, corde pour grimper. La forêt est silencieuse. Trop. Juste le craquement des branches sous le gel. Elle avance courbée, suit un ruisseau pour noyer ses traces. À mi-chemin, un chien aboie au loin. Elle s'immobilise, il compte jusqu'à 100. Rien. Mais son ventre se noue. Elle a déjà ressenti ça, en mars 1943, cachée avec l'opérateur radio, les bottes si proches qu'elle sentait la transpiration des Allemands. Ou après le premier meurtre, le collaborateur enterré, quand elle a vomi toute la nuit. La peur n'est plus une ennemie, c'est un allié qui aiguise les sens. Elle arrive au dépôt à midi, sous un ciel bas. Les citernes luisent, alignées près d'un hangar de tôle. Gardes qui fument parlent de l'hiver qui vient. Élise se glisse dans un fossé, à 50 mètres. Elle observe. Rotation toutes les heures. Un projecteur fixe sur la route. Angle mort, derrière le hangar, ombragé par des pins. Le soir tombe vite. À 18 heures, elle rampe, ventre au sol, la boue collant à ses vêtements. 20 mètres. Un garde passe, urinant contre un arbre. Elle retient son souffle. Il secoue, repart. Élise continue, pose la première charge sous la citerne centrale. Ses doigts, engourdis par le froid, connectent les fils. 2 minutes. Un second garde approche, fusil en bandoulière. Elle gèle, couteau près. Il s'arrête, allume une cigarette. La flamme illumine son visage barbu. Élise compte les bouffées. 1, 2. Il tire, jette le mégot près d'elle. Étincelle sur la terre humide. Rien. Il s'éloigne. Elle expire, finit la charge. Puis la seconde sur la citerne voisine. Sueur qui coule dans ses yeux, malgré le froid. À 18h45, elle recule, tire le fil de déclenchement à distance, caché dans le fossé. Le convoi arrive à 20h précises. 3 camions escortant 2 dernières citernes. Fares qui danse sur la route boueuse. Élise attend, fusil en main. Le premier camion franchit la grille. Elle vise le conducteur. Tire, pare-brise éclaté. Véhicule qui dérape dans un arbre. Cri, tir immédiat. Les gardes se déploient, balayant le fossé de balles. Terre qui gicle près de sa tête. Élise roule, tire 2 fois. Un garde à la poitrine, un autre à la jambe. Il hurle, rampant. Le chaos s'empare du dépôt. Un officier aboie. « Rundum, der saboteur !» Les projecteurs s'allument, aveuglants. Élise cligne, vise le générateur. Tire. Éclat. Obscurité partielle. Elle court vers les citernes, active le détonateur manuel. Pas le temps pour le fil. L'explosion frappe à 20h03. Un mur de feu s'élève, 30 mètres de haut, avalant les citernes. Vague de chaleur qui carbonise l'air. Les camions suivants freinent, basculent dans la fournaise. Obus de carburant qui détonnent, comme des tonnerres en chaîne. Corps projetés, silhouettes noircies qui s'agitent avant de s'immobiliser. 12 morts sur le coup, les flammes léchant les arbres proches. Élise est projetée au sol par le souffle, oreille bourdonnante. Elle se relève, saigne du nez, court vers les bois. Poursuite immédiate, balles qui sifflent, aboiements de chiens lâchés. Un panzer au loin. Canon qui pivote, shell qui explose à 20 mètres, tronc qui vole en éclats. Elle sprint, jambes brûlantes, plonge dans un ruisseau. L'eau glacée la cache, elle retient son souffle 1 minute, 2. Émerge plus loin, grimpe un talus. De retour à la cabane à minuit, elle halète, une balle éraflant son bras. Elle pense vite, avec de la mousse et un chiffon. Dehors, la forêt s'illumine, incendie visible à des kilomètres. Les Alliés le verront, avanceront plus vite. Rouen est presque prise, mais Élise sait le prix. Les SS intensifient la traque dès l'aube. Hélicoptères qui survolent les cimes, pièges partout. Un villageois, peut-être, a vu sa silhouette près du dépôt. Les murmures se propagent. La veuve déboie, elle bouge comme un fantôme. Pour la première fois, le doute s'insinue. Ils approchent. Un détachement de 20 hommes campe à 2 kilomètres, chiens qui reniflent l'air. Élise démonte ce qui reste d'armes, enterre tout. Elle prépare une fuite, mais au fond, elle sait, la fin est proche. La guerre exige un dernier acte, et cette fois, ils la verront venir. Ou pas. Novembre 1944 descend sur la forêt de Brotonne comme une chape de plomb. Le 5 novembre, à 4h22 du matin, près de la cabane d'Élise Moreau,
à 3 kilomètres au sud de Routot. 22 hommes de la SS, armés de fusils G43 et de fusées éclairantes, resserrent le cercle. Leurs chiens halètent, museaux au sol, flairant une piste fraîche dans la boue gelée. Ils ont brûlé 2 cabanes vides la veille. Celle-ci est la dernière suspecte. Élise est acculée, sans munitions, un seul couteau à la main. Dehors, la brume étouffe les sons. Mais elle sait, ils sont là, à 30 secondes de la porte. Et dans ces instants, elle va frapper une dernière fois. 8 d'entre eux ne verront pas le lever du soleil. Les autres emporteront une peur qui durera jusqu'à la capitulation. Reculons de quelques heures. Élise n'a pas dormi depuis le sabotage du dépôt. Le 15 octobre, l'incendie a illuminé la nuit comme un signal. Rouen est tombé aux Alliés le 30 octobre, après des semaines de combats acharnés. Les canons ont cessé de tonner au sud, mais la forêt reste un nid de vipères. Les SS, eux furieux de la perte des citernes, ont lancé une chasse à l'homme. Élise a fui sa cabane le soir même, emportant seulement un sac, la photo de Pierre, un peu de pain, le couteau. Elle s'est enfoncée plus profond, vers les marais de la Risle, où les racines forment un labyrinthe naturel. Elle a déjà vécu ça, comme en septembre quand les patrouilles ont fouillé après le convoi. Ou en août, après Jacques. Elle creuse des pièges simples, fosses garnies de branches pointues, fils tendus pour faire trébucher, pas pour tuer en masse, juste pour ralentir. Les jours se fondent en survie. Elle boit l'eau des ruisseaux, mâche des écorces pour tromper la faim. Ses pieds saignent, enveloppés de chiffons. Elle entend les hélicoptères au-dessus des cimes, les aboiements qui se rapprochent. Une fois, le 2 novembre, elle croise un groupe de résistants en fuite, des gars de Pont-Audemer. Ils lui tendent un pistolet, un Walter P38 à moitié chargé. « Prends, la veuve, t'es une légende maintenant. » Elle refuse, trop lourd. À la place, elle leur indique un gué secret sur la Risle. Ils partent, silhouette dans la brume. Élise reste seule. Elle sait que les SS interrogent les villageois. Routot est un camp, familles alignées, coups de crosse pour les muets. Un fermier a craqué, a décrit sa cabane. Mais personne ne l'a vu quitter les lieux. Elle est l'ombre, toujours. La nuit du 4 au 5, la traque se resserre. Élise est tapie dans une cuvette, sous un saule pleureur, à 500 mètres de l'ancienne cabane. Elle a piégé le périmètre. Un fil de déclenchement relié à une grenade récupérée, enterrée sous les feuilles. Les SS arrivent à 2 heures, torches qui percent la nuit. Ils parlent bas, accent prussien. Die Ex ist hier, Sücht überall. Chien en tête, il fouille. Élise observe, immobile. Son souffle est un murmure. À 3 heures, il trouve à la cabane vide. Frustré, il l'incendie. Flamme qui crépite. Odeur de bois brûlé. Les chiens tirent vers l'est, vers elle. Elle se lève, suit la Risle en amont, pied dans l'eau pour effacer les traces. Mais ils sont rapides. À 4 heures, un éclaireur passe à 20 mètres. Elle se plaque contre un tronc, couteau prêt. Il repart, sans la voir. À 4h10, le piège se déclenche. Le fil claque. Grenade qui explose dans un bouquet d'éclats. 2 chiens hurlent. Un homme s'effondre, jambes arrachées. Crie en allemand, tire nourri dans le noir. Hier, Feuer! Élise court, courbée, vers un talus escarpé. Les SS se déploient. 22 ombres qui avancent en ligne. Fusées sifflent, illuminent les arbres comme un jour blafard. Elle grimpe le talus, ongle dans la terre. En haut, un clairière étroite, bordée de ronces. Pas d'issue. Elle se retourne couteau en main. Les premiers arrivent, fusil levé. À 4h17, elle charge. Le sergent en tête, un colosse barbu. Elle vise la gorge. Lame qui tranche. Sang chaud qui gicle. Il gargouille. Tombe. Les autres tirent. Balle qui frôle son épaule, déchirant la chair. Élise roule dans les ronces, épine qui lacère son visage. Elle attrape le Walter du sergent, oublié dans la chute. 3 balles dedans. Elle tire. Un SS à la poitrine, il s'étouffe, crache du sang. Un autre à la cuisse, il s'effondre en hurlant. Les fusées pleuvent. La clairière danse en ombre folle. « Te-tête-ci, dit Ex !» Élise se redresse, vise un officier qui aboie des ordres, tire à la tempe. Il bascule, casquette roulant dans la boue. Les chiens bondissent, crocs luisants.
Elle tire le dernier coup sur le premier, cervelle qui éclabousse le sol. L'autre la mord au mollet, douleur comme un fer rouge. Elle l'achève d'un coup de crosse, crâne qui craque. À 4h22, le cercle se referme. 12 hommes restants, armes braquées. Élise est à genoux, sang coulant de la jambe, épaule en feu. Son esprit est clair, comme toujours sous la pression. Elle a vu pire. L'explosion du dépôt, le corps de Pierre absent. Pas de regret. Un SS s'avance, baïonnette au canon. Du bis diex, comme mythe. Elle rit, un son rauque, lance le pistolet vide. Il hésite, c'est l'erreur. Elle bondit, couteau en avant, plonge dans sa poitrine. Il tire à bout portant, la balle la frappe au ventre, choc sourd, comme un poing. Elle s'effondre, mais emporte l'homme avec elle. Les autres l'encerclent, bottes qui claquent, coup de crosse sur sa tête, noir. Ils l'emmènent à Rouen, à moitié morte. Interrogatoire dans une cave humide, sous la cathédrale. Fouet, question. Non, contact. Élise crache du sang, ne dit rien. 3 jours. Le 8 novembre, les Alliés percent les dernières lignes. Les SS fuient, l'abandonnent enchaînée. Un commando canadien la trouve, agonisante. Ils la sortent, la soignent dans un hôpital de campagne. Elle survit, 8 cicatrices de plus. La guerre finit en mai 1945. Élise rentre à Rouen boitant. Pas de médailles immédiates. Les villageois murmurent, la regardent autrement. En 1946, la résistance la nomme. Croix de guerre, simple ruban. Elle hausse les épaules. Vend toujours des herbes. Cette histoire montre une chose claire. Dans la guerre, la force ne vient pas des uniformes ou des armées. Elle vient d'une femme seule, qui choisit de ne pas plier. Personne ne l'avait vue venir. Ils auraient dû.